je viens de soutenir ma thèse. Je suis Canadien, mais c'est une soutenance en co-tutelle, donc l'Université de Montréal et l'Université de Guyane. Je suis quelqu'un qui s'intéresse aux plantes depuis un très jeune âge, en grande partie aussi à cause de ma mamie à la Martinique, qui pratiquait souvent ces plantes médicinales, qui faisait ses préparations et qui se soignait beaucoup à la maison en faisant pousser ses propres plantes sur la terrasse. C'est ce qui explique mon intérêt en botanique et puis en médecine. Je m'intéressais d'abord dans l'ethnobotanique et l'ethnomédecine, donc l'utilisation des plantes en général et en particulier d'un point de vue médicinal. Je suis rentré en contact avec un chercheur qui faisait justement ça, de l'ethnobotanique. Il m'a suggéré ce projet sur le diabète. Et c'est à force de faire ma revue de littérature, de faire ma recherche, que je me suis familiarisé davantage avec la maladie et que j'ai réalisé à quel point c'était un énorme fléau. On l'observe ici au Canada, on a une haute incidence de diabète et ça c'est particulièrement vrai auprès des populations autochtones. Et puis vu que l'ethnobotanique et l'ethnomédecine, c'est très interdisciplinaire, eh bien j'ai voulu aller chercher cette base en anthropologie. Et c'est comme ça que j'ai été co-encadré par un anthropologue qui est ici à Cayenne, au CNRS. Donc vraiment, le but de cette thèse, c'est de développer une approche un peu plus culturellement sensible par rapport aux soins. Donc, si on peut dire, un plus grand objectif de l'étude, ça rentre un peu dans l'éducation. Et donc, qu'est-ce que le diabète? Et puis, quand on parle d'éducation, on ne parle pas que auprès des gens qui sont interviewés, mais aussi auprès de la communauté médicale, si on peut dire. Et donc, le fait de savoir que les gens ont recours justement à leur médecine, c'est quelque chose d'important. Et puis, le dialogue entre médecins et patients n'est pas toujours efficace à révéler cette information. Donc, pour des raisons de confiance et tout ça, parfois les gens ont peur de partager le fait qu'ils vont utiliser des plantes médicinales. Mais ce qu'on sait, c'est que certaines de ces plantes ont déjà des études qui ont été réalisées là-dessus. Si on parle du Momordica carantia, qu'on connaît sous le nom de Sorossi, par exemple, il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus qui montrent que c'est une plante qui possède des propriétés antidiabétiques. Et donc, on peut bien concevoir que si les gens utilisent la médecine biomédicinale, comme l'insuline ou les cachets, et qu'ils utilisent aussi des plantes qui ont potentiellement une activité biologique, on peut concevoir que ces deux affaires-là interagissent ensemble. Et ce qui est important de savoir, c'est, parce que j'ai déjà entendu durant les entretiens des inquiétudes par rapport à ces interactions-là, en particulier auprès des professionnels de la santé. Et ce qui est important de savoir, c'est que les gens utilisent beaucoup leurs outils de diagnostic, comme le glucomètre, pour déterminer comment va affecter les plantes qu'ils utilisent, non seulement pour se soigner, mais aussi dans les interventions alimentaires. Donc, en consommant certains aliments, on peut observer que la glycémie va baisser ou monter. Et donc, moi, je pense que c'est très important de savoir que les plantes que les gens utilisent ne sont pas utilisées de manière aléatoire, qu'il y a une méthode derrière la sélection de ces plantes, et puis que ces méthodes s'enlignent beaucoup avec les méthodes utilisées pour soigner le diabète, si on pense au glucomètre et à l'observance de la glycémie. Et donc là, on peut rentrer justement dans une conversation et un dialogue qui est beaucoup plus constructif par rapport au suivi du diabète, qui ne met pas en exclusion totale ce que les gens font chez eux. Ils font leur propre constatation et c'est quelque chose de positif parce que le diabète, c'est une maladie qui, il y a des fortes chances qu'on va le garder pour le reste de sa vie. Et donc, ça demande une gestion, une surveillance qui est une bonne gestion et une bonne surveillance. Et bien que le médecin va faire une partie de cette gestion, de cette surveillance de la maladie,
ça se fait de manière ponctuelle quand, quand les gens vont aller consulter le médecin. Et donc, l'autonomie est une partie importante dans la gestion du diabète. Et le glucomètre, c'est un des outils qui est très important pour faire cette gestion-là, spécialement après les repas, pour déterminer comment la glycémie monte et descend. Et puis, ça joue beaucoup justement dans euh, la posologie des médicaments. Une partie du travail, c'est d'expliquer le projet au chef du village. Et puis, quand le chef coutumier accepte le projet, eh bien, souvent, il va nous conseiller quelques personnes avec qui on peut au moins débuter les entretiens. Les activités de la bâtie tournent autour justement du manioc. Et puis, les gens ont leurs adaptations vis-à-vis le manioc. Les palicours appellent ça le couac acide et le couac sucré. Ça a une différence organoleptique assez marquée. Parce que dans le couac acide, ils font rouir les tubercules dans l'eau euh, assez longtemps. Mais assez longtemps. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer une semaine. Mais c'est ça fait essentiellement pourrir les tubercules. Et le goût, il est plus acide vis-à-vis le couac doux, le couac sucré, où il est gragé et ensuite mis sur la platine sans ce processus de rouissage. Donc, selon le discours, le couac acide serait meilleur pour le diabète que le couac sucré. À travers les entretiens, ce qu'on commence à comprendre dans le discours des personnes interviewées, donc spécialement des personnes qui sont dans les communautés autochtones. Donc, dans ma thèse, j'ai fait des interviews au Québec auprès du peuple Cri, auprès du peuple Innu, puis en Guyane, c'était auprès du peuple Alicour ou Païkoné. Et puis, on ressent vraiment que le rattachement à la terre, il est absolument important pour les soins et puis pour s'alimenter. Euh, Beaucoup des plantes que les gens vont utiliser pour se soigner, par exemple, on va les chercher dans la forêt. Et donc, si on n'a pas un accès approprié à, à ce milieu, eh bien, on peut difficilement aller chercher les ressources qu'on a besoin pour être autonome dans l'utilisation de ces médecines. Après ça, le territoire est rattaché à, à pas que la ressource, mais aussi la pratique des coutumes. Donc, on ressent que lorsqu'on a accès au territoire, on peut plus facilement euh, pratiquer sa coutume, on peut plus facilement pratiquer sa culture. Euh, c'est, euh, et tout ça, c'est rattaché finalement aux médecines et à l'alimentation. Donc, quand on parle de la chasse, quand on parle de la cueillette, quand on parle, pour certaines personnes, ça peut compter les cérémonies, les rituels. Et puis, ça, c'est particulièrement vrai quand on faisait les entretiens au Québec, où justement, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du titre autochtone. Que dans ces revendications, on voit des revendications sur l'autogestion des systèmes de santé, des services de santé, et le discours qui vient avec vient souvent en lien avec le territoire, et que la santé des gens est reliée au territoire. Et donc, sans pouvoir de gestion, d'autodétermination, eh bien, la santé des gens va en souffrir. Bien, le diabète, c'est certainement un sujet qui me tient à cœur. Mais après ça, je pense que dans la thèse, on mentionne, ben, dans ma thèse, j'en parle beaucoup en relation et en lien avec les peuples autochtones, donc dont en Guyane et au Québec. Mais après ça, quand on prend du recul, je pense que il y a des leçons un peu plus grandes qu'on peut apprendre de ça. Euh, En fait, quand on parle de diabète dans plusieurs populations à risque, c'est pas que les autochtones, mais on parle dans des populations qui ont souvent subi le colonialisme, que ce soit
parmi les populations afro-descendantes, par exemple, ou les populations autochtones, on constate des changements dans le mode de vie et des changements alimentaires qui ont eu lieu sur un très petit laps de temps. Et en fait, compte, c'est des changements qui ont lieu chez quasiment toutes les populations sur la Terre à différents laps de temps. Donc, quand on parle du diabète et quand on parle de l'alimentation et de la médecine, quand on parle de l'accès au territoire ou comment on traite le territoire, on peut vraiment parler de ça d'un point de vue global, si on peut dire. Donc, même si certaines populations ne sont pas à risque autant de développer, le diabète est quand même élevé un peu partout, donc je pense que c'est une leçon qui est importante à apprendre. C'est un peu comme on dit, un avertissement.